Mesdames et messieurs, après une première table ronde de ce matin consacrée au secteur dit du Caire, nous poursuivons nos travaux sectoriels consacrés aux secteurs d'activité les plus féminisés, au sein desquels les risques professionnels sont souvent sous-estimés et les politiques de prévention dédiées aux femmes insuffisamment développées. Notre seconde table ronde de la matinée porte sur les métiers de la grande distribution, d'une part, et ceux du nettoyage, d'autre part, de la propreté souvent utilisée. Je rappelle que 4 rapporteurs ont été désignés par notre délégation pour étudier la thématique de la santé des femmes au travail. Il s'agit de Laurence Cohen, Laurence Rossignol, Marie-Pierre Richer et Annick Jacquemet qui sont avec nous ce matin. S'agissant de la grande distribution, les femmes représentent 60% des employés. Elles occupent plus de 3/4 des postes de caissiers, et donc on pourrait presque dire de caissières, et 40% d'entre elles sont à temps partiel. Les caissières et employés de libre-service sont particulièrement exposés au risque de troubles musculo-squelettiques, les TMS. S'agissant des métiers du nettoyage, 8 emplois sur 10 sont occupés par des femmes, le plus souvent âgées de plus de 50 ans, sans diplôme et d'origine étrangère. Ces métiers sont très exposés aux risques physiques. 71% des salariés de la propreté sont exposés au travail répétitif, 61% aux risques chimiques et 52% aux postures pénibles. En plus des TMS, des agents de propreté sont donc soumis à un important risque chimique dû à la composition de produits utilisés ainsi qu'à un rythme de travail intense et plus souvent fragmenté. Le secteur de la propreté est également le plus grand employeur de travailleurs à temps partiel, puisque dans les métiers de nettoyage, plus de la moitié des postes principaux sont occupés à temps partiel. Quels sont les obstacles à l'identification des facteurs de risque et à la reconnaissance des maladies professionnelles dans ces secteurs particulièrement féminisés? Comment réussir à mettre en place des actions de prévention efficaces dans ces secteurs? Pour approfondir ces différents sujets, nous accueillons ce matin Guillaume Boulanger, responsable de l'unité qualité des milieux de vie et du travail et santé des populations chez Santé publique France. François-Xavier Deveter, professeur des universités au Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique, co-auteur de l'ouvrage 2 millions de travailleurs et des poussières, l'avenir des emplois du nettoyage dans une société juste, paru en 2022. Et Annie Thébault-Moni, sociologue de la santé, directrice honoraire de recherche à l'INSERM, accompagnée de Marie-Christine Liman, ancienne infirmière du travail, toutes deux membres du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle du Vaucluse, le GISCOP 84, Université d'Avignon. Donc je laisse sans plus tarder la parole à notre premier intervenant, Guillaume Boulanger, qui représente Santé publique France. Cette agence nationale de santé publique a participé à une étude de surveillance épidémiologique sur les maladies à caractère professionnel chez les salariés de la grande distribution alimentaire et publiera dans quelques semaines un rapport sur les maladies professionnelles avec des données genrées qui pourront évidemment nourrir nos travaux ici à la délégation. À vous, monsieur. Très bien, écoutez, je vais être attentif au temps et respecter les 10 minutes qui me sont allouées. Donc je voulais vous remercier et j'ai le plaisir de pouvoir partager avec vous ces résultats concernant la grande distribution alimentaire et donc vous remercier pour cette invitation. Alors j'ai prévu quelques diapositives. Peut-être vous rappeler ou vous présenter ce qu'on appelle une maladie professionnelle. C'est important pour bien comprendre la suite des résultats. Le terme de maladie professionnelle est défini par la loi et correspond aux conséquences directes de l'exposition d'un travailleur. Merci. À un risque où résultent des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Alors on entend souvent parler des données de l'assurance maladie, les accidents du travail, les maladies professionnelles, qu'on appelle les maladies professionnelles indemnisées et qui font l'objet de tableaux de maladies ou parfois, lorsque les conditions ne sont pas suffisantes ou qu'il n'y a pas de tableau, il y a un système complémentaire de reconnaissance. Donc ça, c'est des données qui sont assez visibles sur la réparation par les régimes de sécurité sociale. Donc j'ai mentionné la CNAM, mais aussi par exemple la MSA pour le monde agricole.
Ça, c'est souvent la face immergée de l'iceberg. Et si on considère toutes les maladies professionnelles, il y a des maladies qui ne sont pas reconnues parce qu'il n'y a pas de tableau de maladies professionnelles ou qu'elles ne font pas l'objet d'une demande par le salarié de reconnaissance. Et ça représente finalement, on le verra par la suite, un corpus important de maladies professionnelles. Alors c'est justement l'objectif de notre programme de travail à Santé publique France, c'est de surveiller et de rendre visibles ces maladies plus globalement à caractère professionnel. Donc depuis 2003, on a mis un programme en place sur la surveillance de ces maladies à caractère professionnel. Alors la notion de maladie à caractère professionnel a été définie avec la mise en place du premier tableau, donc c'est ancien, ça date de 1919. Et normalement, tout médecin, et notamment les médecins du travail, doivent déclarer une maladie qui présente, à son avis, d'après son expertise, un caractère professionnel. Donc ça, c'est prévu par le Code de la Sécurité sociale. Il n'y avait pas de décret d'application ou de modalité pour, organiser ce signalement. Et donc, le Code de la santé publique a donné la charge à Santé publique France depuis 2003, en partenariat avec l'inspection médicale du travail et les observatoires régionaux de santé, de donc monter ce système de centralisation des données concernant les maladies à caractère professionnel. Alors quels sont les objectifs de ce programme? C'est bien d'estimer les prévalences de ces maladies chez les salariés. Donc on organise avec les médecins du travail 2 quinzaines par an pour justement faire remonter ce type de pathologie. C'est évidemment d'avoir un suivi historique. Et c'est très important de contribuer à l'estimation de la sous-déclaration, qui est très importante pour les maladies professionnelles indemnisables, et puis de faire évoluer les tableaux aussi. Et enfin, la finalité de santé publique, c'est bien évidemment d'orienter les politiques de prévention en milieu professionnel. Alors quelques chiffres sur la grande distribution, pour rappel ou pour présentation. Donc la grande distribution est définie par l'ensemble des grandes, moyennes et petites surfaces de commerce, de détail et de biens, et évidemment à prédominance alimentaire. Donc d'après les dernières données que j'ai pu recenser, un peu plus de 44 000 points de vente alimentaires existent sur l'ensemble du territoire, et c'est un gros pourvoyeur d'emplois, puisque selon les chiffres, entre 660 000 et 750 000 salariés travaillent dans ce secteur-là. Comme vous l'avez souligné, ce secteur-là est très féminisé, plus de 60%, environ 60% du secteur comprend des femmes. Et puis, c'est un secteur plutôt jeune, avec une population qui, par exemple, inclut un peu moins de 40% de salariés qui ont moins de 35 ans. Ça a été aussi également souligné, ces salariés, et notamment ces femmes salariées, sont soumis à une multi-exposition, notamment des contraintes biomécaniques, physiques, répétition de mouvements, manutention, organisationnelle forte, donc avec une fragmentation des horaires du travail, et des contraintes aussi psychosociales très fortes, notamment en termes de management, mais surtout de contact avec le public, avec parfois des tensions, violences avec le public. En termes de maladies indemnisées, c'est un secteur qui est caractérisé par un lourd fardeau, donc une sinistralité assez forte, à la fois en accident du travail, mais aussi en termes de maladies professionnelles. Et enfin, il y a très peu de données d'études épidémiologiques qui s'intéressent en profondeur à ces salariés du secteur. Alors sur les résultats, je vais me concentrer uniquement sur les résultats qui concernent les femmes salariées, et sans rentrer dans le détail évidemment des résultats, le point important qui me semble à souligner, c'est que les femmes salariées de la grande distribution présentent des troubles musculo-squelettiques de manière plus importante que les autres secteurs. Et ce, pour toutes les localisations. Donc on va pouvoir regarder le coude, l'épaule, le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale, les mains, les poignets, etc. À chaque fois, par rapport à toutes les femmes salariées qui font partie de notre programme de surveillance, les femmes qui travaillent dans la grande distribution ont une prévalence, un taux plus élevé de signalement de troubles musculo-squelettiques. Sur la souffrance psychique,
Par contre, là, c'est l'inverse. On voit qu'il y a un signalement moins important, mais on sait qu'il y a possiblement un biais de déclaration. En tout cas, le point important qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une souffrance psychique qui est déclarée dans ce secteur-là et qu'elle est environ égale ou un peu inférieure par rapport à l'ensemble des salariés femmes qui font l'objet d'une surveillance dans le cadre de notre programme. Ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est d'avoir un focus plus particulier sur les caissières et ce qu'on appelle les employés de libre service. Donc c'est tout ce qui, c'est notamment les femmes qui donc assurent le rayonnage, donc qui remplissent les rayons. Enfin voilà. Et donc quand on regarde plus particulièrement ce type de métier, donc de caissières ou d'employés de libre service, là encore, elles ont une tendance à avoir un risque plus important de TMS par rapport aux autres métiers de la grande distribution. Et par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, au secteur d'activité. Donc ça, c'est vrai à la fois pour les caissières et à la fois pour les employés de libre service. Alors en termes de tendance, c'est ça aussi l'intérêt du programme, c'est que on voit qu'il y a une tendance à la baisse significative de la prévalence des TMS chez les salariés, donc femmes, de la grande distribution alimentaire. Et les hypothèses qu'on a posées, donc c'est une étude qui avait été réalisée entre 2009 et 2016, c'est notamment l'implantation de plus en plus forte de caisses dites automatiques à partir de 2007, qui a un intérêt effectivement pour limiter les TMS, mais qui est, en tout cas, montre par certaines études qu'il y a un report en fait là de pression psychosociale, puisque avant la caissière était plutôt en relation avec le client et maintenant elle est plutôt en surveillance avec le client, puisque vous savez sur les caisses automatiques, sur les îlots, elle n'assure plus ce rôle de caissière mais plutôt de surveillance. Également une évolution des conditions de travail, donc il y a un effort important qui a été fait en termes de limitation du port de charge. Et puis un certain nombre d'actions de prévention qui ont été mises en place, notamment par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par contre, pour la souffrance psychique, ce qu'on voit, c'est clairement une augmentation à partir de 2010. Et ce qu'on prévoit, et ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est une actualisation pour voir si cette tendance se prolonge après 2016. Ma dernière diapositive concerne un peu une ouverture pour... alors aujourd'hui, on va discuter principalement de la grande distribution alimentaire et de l'entretien. Alors, on n'a pas fait de travaux, malheureusement, sur l'entretien, mais j'ai bien noté, ça pourrait faire l'objet, notamment dans notre programme de travail, d'une plaquette ou d'une analyse particulière. Mais il me semblait intéressant aussi d'illustrer avec d'autres travaux, puisque à chaque fois, on fait des analyses genrées. Et on a publié récemment une plaquette sur des résultats qui concernent les femmes aides à domicile. Et là, encore une fois, on voit que les femmes aides à domicile, alors pour le coup, de manière caractéristique, sont plus âgées, plus souvent à temps partiel, et elles sont exposées aussi à des contraintes physiques très fortes ou biomécaniques, notamment de port de charge. Aussi, on y reviendra, j'imagine, par la suite, à une exposition à des produits chimiques, donc, notamment des agents nettoyants, et puis en contact aussi avec des agents biologiques, puisque souvent elles aident un certain nombre de personnes qui sont atteintes, malades, donc voilà, potentiellement à des agents infectieux. Et elles présentent, encore une fois, plus souvent des affections de l'appareil locomoteur, donc des TMS, des allergies cutanées ou des allergies respiratoires en lien avec les produits, et puis plus fréquemment aussi de la souffrance psychique. La deuxième plaquette qu'on a publiée aussi récemment, et qui va faire écho à la première table ronde, j'imagine, de ce matin, c'est les professionnels de la santé humaine et de l'action sociale. Et là, on retrouve clairement chez les femmes, et là, une tendance vraiment durable et historique, plus de TMS. On voit que c'est un métier vraiment très dur, notamment dans la santé humaine. Également plus d'irritation et d'allergie chez les femmes salariées en santé humaine. Et puis une forte hausse de la souffrance psychique, on voit bien avec les tensions de l'activité, notamment hospitalière. Comme vous l'avez souligné, on va sortir des résultats avec une profondeur historique de 2012-2018 le 18 avril, donc je ne manquerai pas de vous les faire suivre. Et je finirai juste mon intervention par 2 points d'attention. C'est que souvent, cette inégalité de genre se double par une inégalité sociale de santé, puisque clairement pour
à la fois pour les femmes à domicile, la santé humaine et l'action sociale, et aussi la grande distribution alimentaire, ce sont les femmes ouvrières ou employées qui sont plus impactées que les professions intellectuelles ou cadres. Évidemment, ça se comprend par le métier qu'elles font, mais il y a un vrai gradient social doublé de cette inégalité de genre. Et un point important, puisque ce programme est le seul programme en France qui permet de mesurer, de quantifier la sous-déclaration. Pour vous donner un chiffre qui est assez constant, c'est environ 75% des TMS qui correspondent à un tableau de maladies de professionnels existants, donc qui pourraient faire l'objet d'une déclaration et d'une réparation, donc ne font pas l'objet d'une déclaration. Donc c'est un chiffre vraiment très important. Et les raisons qui sont souvent invoquées, c'est que souvent le salarié ne connaît pas le dispositif de réparation. Il peut y avoir un refus du salarié pour des raisons qui sont, par exemple, de conserver son emploi et donc de ne pas déclarer la maladie professionnelle, ou pour remplir les conditions du tableau de maladie professionnelle. Par exemple, s'il manque une radio ou il manque un examen médical, voilà, les critères ne sont pas satisfaits et il n'y a pas de réparation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Donc, le deuxième intervenant de cette table ronde est monsieur François-Xavier Deveter, professeur des universités à Lille et auteur d'un ouvrage consacré au métier de la propreté. À vous, cher monsieur. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Non, non, tout est parfait. J'en profite juste pour un changement de statut, où je suis également chercheur membre de l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Voilà, je rends acquis de droit, c'est truc, mais c'est tout récent. Alors effectivement, moi je vais vous parler des métiers de la propreté, et plus spécifiquement du secteur de la propreté, avec peut-être un point de préambule sur l'organisation justement de ces métiers qui sont un peu découpés en deux gros paquets. On pourrait même faire plus de division si on le souhaitait, mais entre ceux qui relèvent des prestataires de services, les entreprises de la branche, et puis les salariés qui s'occupent des questions d'entretien, de nettoyage, de propreté, mais au sein d'une entreprise, d'une administration éventuellement qui ne relève pas de la branche de la propreté. Voilà, ces deux paquets importants de salariés connaissent des conditions de travail et des conditions derrière de santé qui peuvent être assez différentes. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer à chaque fois dans le détail de la différence, mais on y reviendra éventuellement sur les questions. Alors, sur le cœur de mon intervention, elle se déroulera en 4 points. Je commencerai par deux brèves illustrations, anecdotes en quelque sorte, mais qui ont une valeur probablement qui va au-delà de la dimension anecdotique. Ensuite, je pointerai quelques chiffres ou quelques données statistiques qui rejoindront largement, peut-être de manière un tout petit peu moins précise, mais qui rejoindront ce qu'a dit Monsieur Boulanger avant. Je m'arrêterai ensuite un instant sur les raisons qui expliquent, selon moi et selon mes collègues qui avons mené ces recherches, pourquoi on en est dans cette situation-là, et je terminerai par quelques pistes éventuellement de réflexion. Alors le premier point, c'est deux anecdotes. La première est la suivante. Ça renvoie à un échange sur les réseaux sociaux entre Philippe Joanny, président de la Fédération des entreprises de propreté, et Alexandre Belliti, chef d'entreprise de ce même secteur. Alexandre Belliti poste un court message sur ses réseaux en disant, je le cite, « Dans la propreté, la pénibilité est forte. Dans l'hôtellerie, la pénibilité est très forte. » Le premier, donc Philippe Joanny, lui répond très très rapidement, « Dans la propreté, la pénibilité forte. Depuis quand? Vous avez une stat, je suis preneur. » Suit un smiley interrogatif face à cette position très forte de son collègue. Monsieur Belliti renvoie alors aux publications de la DARES, du ministère du Travail, ce à quoi Monsieur Joanny lui répond que ces statistiques sont contestées par la Fédération des entreprises de la propreté et que, je cite, « Par ailleurs, il n'y a pas de notion de pénibilité inscrite dans la nomenclature actuelle des métiers référencés comme pénibles. » Cet échange nous rappelle combien la pénibilité est une question de convention sociale, de discussion, et une question aussi sociopolitique au-delà d'une stricte observation. Je retiens aussi de ce qui a été présenté juste avant que peut-être que l'on pourrait considérer des métiers à caractère pénible et non pas directement pénible au sens juridique du terme.
La deuxième anecdote est celle ou la deuxième histoire est celle de Badia, agent d'entretien, 50 ans, depuis 20 ans elle travaille le matin de 6h30 à 9h pour une société et de 14h30 à 20h pour une autre société. Au 31 décembre de l'année dernière, le chantier de la société, de la première, celle du matin, est repris par la société de l'après-midi. Un premier problème apparaît, son temps de travail cumulé dépasse le temps plein, l'entreprise ne veut donc pas reprendre intégralement son contrat. Des pressions, des difficultés, elle finit par abandonner une partie de ses heures de travail. Le problème majeur pour nous n'est pas là. Le second problème survient quelques jours plus tard, le 5 janvier. Elle est victime d'un accident du travail. Aujourd'hui, 3 mois après, elle n'est toujours indemnisée que sur la base de son premier contrat de travail, ou ce seul contrat de travail, savoir de 2h30 par semaine. Elle est depuis 3 mois à 400 € par mois, alors qu'elle occupait normalement un temps plein. La prise en charge des accidents du travail par l'assurance maladie dans ce secteur est rendue particulièrement complexe par l'organisation économique du travail et notamment par la sous-traitance. Alors, ces deux histoires, on peut les compléter par des statistiques nombreuses. On l'a évoqué précédemment. C'est comme pour la grande distribution, une difficulté à dénombrer le nombre de salariés. Selon les sources, vous serez de 300 000 à quasiment 800 000. Est-ce qu'on compte des postes? Est-ce qu'on compte des personnes? Est-ce qu'on compte des temps pleins? Est-ce qu'on compte des salariés qui sont là tout au long de l'année? Est-ce qu'on compte des contrats courts? Donc ça renvoie à une précarité forte qui est un défi, y compris aux analyses statistiques. C'est au moins 2/3, si ce n'est plus, de femmes, c'est environ 40% d'immigrés, là aussi avec des comptes difficiles et une forte concentration de ceux-ci en Île-de-France. C'est une moyenne d'âge, vous l'avez rappelé, qui est élevée, plus de 49 ans, soit au moins 8 ans de plus que la moyenne des actifs. Toutes les enquêtes statistiques, celles notamment de l'ADARES sur les conditions de travail ou l'enquête Sumer également, renvoient à un état de santé déclaré mauvais, des inaptitudes fréquentes. Selon l'enquête emploi, entre 60 et 62 ans, ce sont 50% des salariés ou anciens salariés de la propreté qui déclarent des limitations pour effectuer les gestes de la vie quotidienne, contre un peu moins de 30% pour l'ensemble de la population active. Les licenciements pour inaptitude sont fréquents, voire très fréquents. Les nettoyeurs représentent à eux seuls environ 7% des licenciements pour inaptitude, alors qu'ils ne représentent dans la même base de données que 1,7 à 1,8% des CDI. Donc c'est à peu près fois 4. Cette situation s'explique évidemment par une exposition à de multiples mauvaises conditions de travail. On a parlé de polyexposition tout à l'heure, on retrouve exactement la même chose. 96% déclarent des postures debout prolongées, plus des 2/3 des mouvements douloureux, postures pénibles, etc. On peut aligner ici les chiffres qui sont bien connus. Le risque chimique est également très présent, mal mesuré, mais par contre les études épidémiologiques montrent des problèmes respiratoires et dermatologiques largement surreprésentés dans ces populations, sachant que la plupart des études épidémiologiques en la matière sont des études plutôt internationales que dans le cadre français. Mais sur cette question, je pense que ma collègue reviendra de manière bien plus précise et pertinente que moi. Les difficultés sont également d'ordre temporel, des journées hachées, une densité de la journée de travail qui est faible. Juste un chiffre à nouveau, si on rapporte le temps de travail payé à l'amplitude de la journée de travail, donc le nombre d'heures rémunérées au cours d'une journée par rapport au nombre d'heures qui vont entre le début de la journée et la fin de la journée, on est aux alentours de 60%. Vous avez parlé des aides à domicile préalablement, j'imagine, dans la première session. On retrouve la même chose, on est à peu près sur le même taux. On a une journée poreuse, 60% à peu près de la journée de travail en termes calculé comme entre le début et la fin de cette journée ne sont payés. Donc on a une sous-rémunération en quelque sorte de temps dédié au travail qui ne sont pas au sens strict des temps de travail. Les horaires sont atypiques mais sont dans leur immense majorité non dérogatoires. De la même manière que la définition des maladies, la définition de la pénibilité fait l'objet d'une définition juridique. La nuit également, et là ici on a des salariés qui travaillent en horaire décalé, en horaire pénible pour la vie familiale et la santé, mais pas entre minuit et 5 heures du matin, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas de nuit et n'ont pas les compensations adéquates. Les difficultés psychosociales sont également nombreuses. Un isolement, c'est sur le point sur lequel j'insisterai, qui est extrêmement marqué, et un management le plus souvent assez marqué par la discipline.
Un dernier risque lié à la santé, qui a un impact important sur la santé, c'est le risque de pauvreté. On est sur des rémunérations horaires faibles, à peu près au niveau du SMIC, un temps de travail qui est à temps partiel. Résultat, on a, selon les sources, entre un tiers et la moitié des salariés qui sont des travailleuses pauvres. Et l'ensemble des travailleuses de la pauvreté constitue le paquet le plus important de ces travailleurs pauvres. Troisième point de mon intervention, plus bref, pourquoi en est-on arrivé là? J'insisterai sur un point qui joue un rôle particulièrement négatif pour les salariés concernés. C'est le fait qu'elles soient rejetées le plus souvent hors de la communauté de travail du site sur lequel elles interviennent, c'est-à-dire qu'elles sont déléguées, voire reléguées à des prestataires spécialisés. Qui dit prestataire dit une faible marge de manœuvre et l'obligation de faire pression pour les salariés pour retrouver une marge financière. Juste une illustration à nouveau, prenez un bâtiment, 2006, 22h30 en 2006, 22h30 de nettoyage quotidien pour entretenir ce bâtiment. Aujourd'hui, 2023, 12h30 de nettoyage quotidien. C'est une règle assez courante. Voilà, on a, par le renouvellement des marchés, une diminution du volume de travail qui est accordé pour des bâtiments qui, sauf vérification, n'ont pas tendance à se réduire avec le temps. C'est juste un doublement des cadences qui est évidemment pénible pour les salariés. Qui dit spécialisé dit également une absence de diversité des métiers et des tâches, l'impossibilité de reclassement. Lorsque l'on a des TMS, c'est le licenciement pour inaptitude souvent qui s'impose. C'est aussi du coup la peur pour les salariés d'aller voir la médecine du travail. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la médecine du travail n'est pas perçue comme un soutien, est perçue plutôt comme une autorisation à travailler, c'est-à-dire plus comme un outil de contrôle que d'accompagnement. Évidemment, c'est dit de manière un peu tranchée, il faudrait être plus nuancé. À cette branche, on peut ajouter le fait que son fonctionnement via l'article 7 qui organise les transferts conventionnels fait disparaître la notion d'employeur et fait disparaître la responsabilité de l'employeur, y compris en termes de santé. Dernier point, et ce sera mon mot de conclusion. Quelle évolution, en quelque sorte, percevoir ou envisager? J'en dégagerai 3. On a un enjeu essentiel sur les rémunérations. Et qui dit rémunération dit dans ce secteur, comme dans l'aide à domicile, une question de temps de travail. Je le dirais de manière très simpliste. Quand on nettoie, à 28 heures semaine, on est à temps plein en termes d'usure professionnelle. Donc les calculs ici du temps qui devraient probablement être modifiés. Le deuxième élément sont les conditions de travail au sens propre. Et ici, l'enjeu principal, à mon sens, mais il y en a évidemment d'autres, c'est l'enjeu des cadences. Or, les cadences sont d'une opacité totale aujourd'hui, alors qu'elles sont pour le coup relativement objectivables. Au-delà de 300 mètres carrés à l'heure, on est dans un travail qui n'est pas soutenable. Troisième point, c'est l'exclusion, l'invisibilisation des salariés. Elle pourrait le plus souvent être réintégrée dans la communauté de travail, couverte par la Convention santé-sécurité au travail du donneur d'ordre. Elle pourrait le plus souvent travailler en journée. Elle pourrait également se voir appliquer la Convention collective du donneur d'ordre, comme ça se fait par exemple dans l'intérim, qui n'est pas un secteur particulièrement bien protégé pour autant. Ces transformations concernent donc les employeurs, mais concernent également les donneurs d'ordre. Les pouvoirs publics, à ce titre, représentent environ un tiers du chiffre d'affaires du secteur. On a une circulaire de mars 2022 sur l'achat public responsable, qui est une avancée assurément, mais qui reste peu appliquée et avec peu d'éléments concret derrière. Pourtant, pour une grosse partie des salariés, ou pour au moins cette partie-là des salariés, les pouvoirs publics sont, en tant que donneurs d'ordre et régulateurs, les détenteurs de l'intégralité des leviers pour changer la situation de ces travailleurs. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir trop exposé mon temps. Parfait. Merci monsieur. Donc, troisième intervenante ce matin, Madame Anité Beaumony, sociologue de la santé et spécialiste des sujets de santé au travail, co-auteur d'un rapport sur l'identification et la prévention des expositions aux cancérogènes dans les produits de nettoyage et qui a également travaillé sur les conditions de travail des femmes en grande surface. Vous êtes accompagnée par Marie-Christine Liman, ancienne infirmière du travail et membre comme vous du GISCOP 84 qui travaille sur les cancers d'origine professionnelle. Je vais vous laisser la parole et j'espère que je n'ai pas oublié un titre à votre présentation. Ça va très bien. Merci beaucoup. Je vais vous parler de l'invisibilisation du travail, des travailleuses et des mots du travail dans ces activités de nettoyage, en prenant vraiment le relais par rapport à ce que vient de nous exposer. Ah, d'accord. Ça va comme ça ?
Donc, juste que je regarde comment ça marche. Non, je ne sais pas faire marcher ça. Il faut appuyer sur quoi? Ah. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Ah ouais. Voilà. Merci. Donc, très brièvement, le plan de ce que je vais présenter. Un travail invisible des risques ignorés à partir des données de la DARES, la démarche de recherche des GISCOP pour justement tenter de briser cette invisibilité des cancers professionnels avec une expertise des parcours professionnels pour identifier les expositions à des cancérogènes avérés. Et puis, je viendrai sur les inégalités de genre et la question du nettoyage. Je me suis trompée de sens. Voilà. Un travail invisible, en fait, c'est un travail sous-traité, comme l'a dit François-Xavier de Vater. Un travail sous-traité ou un travail invisible du point de vue de la fonction de nettoyage dans des entreprises. Pour tout ce qui est travail sous-traité, c'est à contrario des rythmes, et on l'a bien vu avec ce qui vient d'être présenté, et puis travail précaire à temps partiel, et c'est un travail éminemment confié aux femmes. La division du travail fait que c'est majoritairement les femmes qui sont concernées. Des risques ignorés, en fait la DARES a un ensemble d'enquêtes qui permet quand même de pointer le risque chimique en particulier. Je vais m'arrêter sur celui-là. Et dans les métiers du nettoyage, c'est au moins 61%. Mais je dirais que c'est au moins parce que là, il y a une invisibilité sur laquelle d'ailleurs nous travaillons. Donc, les groupements d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, c'est en fait un groupement d'intérêt scientifique réunit un certain nombre d'institutions, c'est celle qui était sur la diapositive initiale, qui se mettent ensemble pour soutenir institutionnellement, scientifiquement et financièrement un programme de recherche sur quelque chose qui ne fait pas du tout partie des thématiques officielle, je dirais, de la recherche scientifique. Donc, depuis 2002, officiellement, en Seine-Saint-Denis, ce programme existe et sous la forme d'une enquête permanente auprès de patients atteints de cancer. Alors, pour la Seine-Saint-Denis, c'est les cancers respiratoires et les cancers urinaires. Nous travaillons avec des services hospitaliers et nous faisons la reconstitution des parcours professionnels systématiquement de tous les patients qui sont atteints de cancer primitif dans ces services. Donc, au fil du temps, c'est 1200 patients entre 2002 et 2023 pour lesquels nous avons des reconstitutions de parcours professionnels. Le GISCOP 84, c'est depuis 2017 et c'est plutôt les cancers hématologiques. Nous travaillons avec le CHA, le Centre hospitalier d'Avignon, et le service hospitalier sur les hémopathies cancéreuses. Donc, cette démarche, elle est partie du constat d'une triple invisibilité des cancers professionnels. L'ignorance toxique, malheureusement, il y a énormément de substances qui sont mises en milieu de travail et en production sans avoir été testées pour la toxicité. On évaluait dans les début des années 2000 à moins de 10% le nombre de substances qui sont évaluées en comprenant y compris les mélanges, je dirais. Et cette ignorance toxique, elle est plus forte pour les femmes que pour les hommes. Et je viendrai un peu sur les raisons de cette ignorance toxique pour les femmes. L'invisibilité physique, c'est que la plupart des cancérogènes ne sont pas perceptibles pour ceux qui les manipulent, les respirent. Une fibre d'amiante ne se voit pas. Le benzène est totalement inodore et de nombreuses substances
toxiques. Non, aucune. Les rayonnements ne se perçoivent pas. Donc, l'invisibilité physique joue pour maintenir dans l'ignorance les travailleurs. Et j'aurais de multiples exemples, mais je ne vais pas prendre de temps pour ça. Et l'invisibilité sociale, c'est le fait qu'il n'y a pas de véritable traçabilité des expositions en milieu de travail. On ne connaît pas les expositions. Et il y a une invisibilité sociale, évidemment, par l'importante sous-déclaration des cancers professionnels, mais aussi d'autres maladies professionnelles qui pourraient alerter sur justement le risque de cancer. Alors, dans nos enquêtes, le cancer était appréhendé comme un événement sentinelle. Pour chaque patient, on considère que la maladie permet d'accéder en rétrospectif aux expositions professionnelles qu'il a subies aux cancérogènes avérés, donc par rapport à une liste de cancérogènes. Donc il y a un premier temps qui est la reconstitution du parcours professionnel, un deuxième temps qui est l'expertise de ces parcours professionnels par des collectifs d'experts qui ont l'expérience des conditions de travail, de la toxicologie, de l'ergotoxicologie. Enfin, ce sont des collectifs très pluridisciplinaires qui permettent d'identifier les cancérogènes, et les résultats que je vais vous donner sont donc le résultat de cette expertise. Et puis, il y a une phase prospective qui est que ces collectifs d'experts se prononcent sur la possibilité ou non de faire une déclaration de maladie professionnelle pour le patient. Et ensuite, il y a un suivi de la reconnaissance pour analyser les obstacles au sein même du processus de déclaration-reconnaissance. Donc c'est une recherche-action avec ce que je viens d'évoquer. Du point de vue un peu structurel, les grandes tendances que nous retrouvons dans ces deux enquêtes qui concernent maintenant environ 1600 patients au total, c'est qu'on est massivement avec des patients dont les parcours sont marqués par la précarisation sociale de l'emploi, du travail et de la santé, ce qui montre que les risques d'exposition à des cancérogènes sont massivement sur ces publics, une fréquence du travail ouvrier sous-traité avec les fonctions maintenance, nettoyage, gestion des déchets, une fréquence de l'exposition aux cancérogènes dans l'activité de travail. Dans nos enquêtes, nous avons plus de 85% des patients de ces services qui ont été exposés et massivement exposés à des cancérogènes, avec une prédominance de la polyexposition, c'est-à-dire c'est pas un cancérogène, c'est jusqu'à 10-15 cancérogènes au cours d'un parcours professionnel. Alors, j'ai choisi de focaliser les résultats sur ce qui se passe dans le Vaucluse, parce que c'est les résultats les plus récents que nous ayons. Et on a des résultats par sexe qui permettent de voir justement comment se construit l'invisibilisation des cancers professionnels chez les femmes. Donc, très rapidement, les parcours, les patients inclus, c'est tous les patients dans la file active du service. Les parcours, c'est ceux qu'on a pu expertiser, c'est-à-dire 318 sur 555. L'écart est lié souvent à la gravité de la maladie qui rend impossible l'entretien avec le malade. Donc 188 hommes et 130 femmes, ce qui veut dire un sexe ratio de 1,5 environ. Là-dessus, on a 85% d'exposés, moins que ça chez les femmes. On n'a pas mis cette ligne-là, mais elle est importante parce que c'est là où on voit que chez les femmes, il y a beaucoup moins de connaissances des risques toxiques, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'épidémiologie. Je dirais qu'il y a une extrapolation de l'épidémiologie sur les hommes vers les femmes, mais sur des métiers comme le nettoyage, par exemple, il n'y a aucune étude
nettoyage, cancer. Donc, de ce fait-là, et là, il y a des études scientifiques qui ont été faites au Canada et en France pour montrer qu'il y a un déficit énorme de connaissances épidémiologiques et toxicologiques sur les métiers féminins. Ensuite, donc, à partir de la connaissance des expositions, quelle orientation vers la déclaration de maladie professionnelle? On voit que pour les hommes, c'est 126 sur 188, et pour les femmes, 38 sur 130. Donc déjà, il y a 3 fois plus en proportion d'hommes pour lesquels les experts considèrent que la déclaration de maladie professionnelle est possible, et 3 fois moins pour les femmes. Ensuite, l'engagement dans la déclaration, on voit que les femmes hésitent beaucoup plus à s'engager, malheureusement. Et en reconnaissance, on a encore un déficit supplémentaire qui fait que le sexe ratio arrive à 11,5 en termes de reconnaissance. En fait, si on reprend ce que ça signifie, les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes places dans la division sociale du travail. C'est un peu tout ce que montrent nos 3 présentations d'ailleurs. Il y a une invisibilisation des risques cancérogènes et une invisibilité des cancers professionnels. Et il y a un énorme angle mort qui est le nettoyage, pour lesquels, là pour le coup, on est presque à 90% sur une population féminine. Donc c'est ce qui a motivé la création du groupe de travail nettoyage au GISCOP 84 avec des experts et des membres de l'équipe pour rechercher les expositions cancérogènes, c'est-à-dire faire une veille documentaire, analyse de produits, et puis revenir sur la connaissance des parcours travail et d'exposition pour essayer de briser cet angle mort. Sur les substances, je dirais que la première démarche qui a été faite sur 18 mois, 2 ans, montre la présence de ces 7 cancérogènes qui ne sont pas des cancérogènes exceptionnels. Le formaldéhyde, c'est un des produits les plus utilisés dans le nettoyage. Et il a été interdit en 2013, mais remplacé par des produits qui contiennent des libérateurs de formaldéhyde. Donc ça veut dire que même si l'exposition a beaucoup diminué, elle reste présente. Or, un cancérogène, c'est une substance avec absence de seuil de toxicité. Donc, le formaldéhyde est là, et dans des situations de co- ou polyexposition, évidemment, la présence du formaldéhyde joue certainement un rôle dans la possibilité des cancers. Ensuite, alors je ne vais pas tous les détailler, je voudrais m'attarder sur 2 autres. La silice, qui est très présente dans l'Ajax, le CIF et un certain nombre d'autres produits pour lesquels il y aurait d'ailleurs là aussi des substituts possibles. La silice est sur le tableau 25 et c'est un des polluants les plus connus depuis peut-être 2 siècles. Et puis l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène est utilisé dans la stérilisation, beaucoup en milieu hospitalier, mais aussi dans d'autres milieux. Et je pense à une entreprise d'Annonay qui a stérilisé pendant des années. Et le nettoyage est évidemment concerné par la pollution extensive dans cette entreprise. Par exemple, je prends cet exemple-là, une entreprise qui s'appelle Tetra Medical, où le nettoyage était fait dans des lieux où étaient entreposés les objets stérilisés pour un dégazage. En fait, ça s'appelle une désorption. Mais on a, y compris chez les personnels de nettoyage, les femmes, des cancers. Et on va tenter, évidemment, de les faire reconnaître en maladie professionnelle. Donc, rien que sur ces 3 cancérogènes, on est sur une situation très préoccupante du point de vue de l'exposition ignorée des travailleuses du nettoyage. Alors, la connaissance des activités de travail et d'exposition,
Il y a en plus les conditions réelles de travail dans le nettoyage avec la multiplicité des produits utilisés, donc des mélanges, donc des effets de synergie probables, l'utilisation de produits interdits dans le ménage à domicile, des activités de travail exposantes, c'est-à-dire des postures. Et à travers la démarche d'ergotoxicologie, on sait que les postures, la respiration, les contacts cutanés vont accroître la possibilité d'exposition. Et puis le travail en milieu confiné. Et sur les co-expositions et expositions successives, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien sûr les produits de nettoyage, mais il y a aussi les surfaces nettoyées. Et là, je voulais attirer l'attention sur l'amiante. On a une situation catastrophique du point de vue de l'exposition des travailleuses du nettoyage à l'amiante à travers les sols amiantés qui s'appellent le dalami, qu'on trouve dans beaucoup de locaux publics, y compris des écoles, des hôpitaux, etc. Et il y a une technique de nettoyage qui s'appelle l'usage des monobrosses, qui fait que ça remet en suspension des fibres d'amiante. Or, dans ce cas-là, les nettoyeuses devraient être équipées avec les équipements utilisés dans tout ce qui est chantier de désamiantage. Et malheureusement, nous n'avons pas obtenu jusqu'à présent que la DGT se prononce là-dessus. Il y a une recommandation de la CNAM qui est plus ou moins sur cet aspect-là, mais on devrait avoir une interdiction des monobrosses, et je le dis fort parce que je pense que si votre groupe de travail, votre commission peut s'exprimer là-dessus, ça nous aiderait, nous, au niveau des chercheurs en santé publique, quand nous donnons ce type de préconisation. En conclusion, nos démarches montrent une identité de problème qu'on pourrait certainement décliner sur toutes les régions de France, malheureusement. Donc il y a urgence à briser l'invisibilité du rôle du travail et de la division sociale et sexuelle du travail dans l'épidémie de cancer. Il faut agir sur les causes du non-recours au droit à la réparation, parce que ça, vraiment, il y a une situation très, très préoccupante, parce que les femmes, ignorant les risques, sont beaucoup plus frileuses, même quand on essaye de les convaincre qu'il y a des risques. Elles sont tellement convaincues qu'il n'y en a pas parce qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'on les met dans une situation de danger aussi grave qu'elles ne font pas la démarche de déclaration, même quand elles y ont droit. Et puis la prévention est un domaine vierge jusqu'à présent, alors que s'il y a un domaine où la substitution est possible, c'est le nettoyage. On a ce que disait Marie-Christine souvent, il y a le savon noir, il y a tous les produits de substitution non toxiques qui existent et qui pourraient être vraiment utilisés. Il y a cette interdiction aussi des monobrosses dans le nettoyage des sols amiantés. Et malheureusement, on en a encore pour longtemps parce qu'il y en a partout. Il y a eu 80 kilos d'amiante par habitant importés en France et on en a peut-être enlevé un dixième, donc vous voyez ce qui reste. Donc il y a un problème d'information, de formation, et il y a aussi la nécessité d'alerter les acteurs de prévention. C'est ce que nous essayons de faire au travers des institutions avec lesquelles, qui sont membres des 2 GIS, dont la DGT, les DRETS, les inspecteurs du travail, la CARSAT et les services de santé au travail, mais aussi, en premier lieu, les CSE, les syndicalistes, parce que sur les lieux de travail, et les syndicalistes et donneurs d'ordre, c'est très important, il faut qu'ils aient cette information sur les dangers cancérogènes du nettoyage. Et puis, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est le droit au suivi pour les personnes exposées aux cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, en activité, et le suivi post-professionnel. Et malheureusement, ces suivis, que ce soit en activité ou en post-professionnel, ne sont pas mis en œuvre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation extrêmement complète. Donc, je vais céder la parole à Mesdames les rapporteurs, peut-être Marie-Pierre Richer ou Laurence Rossignol, qui souhaitent réagir ou intervenir. Marie-Pierre.
On va peut-être prendre toutes les questions en même temps. Oui, parce que vous n'avez pas forcément de questions. Je pense que votre propos était extrêmement précis et détaillé, et vous allez nous apporter des réponses à travers les questionnaires. Moi, j'ai quand même été assez étonnée de voir que, compte tenu quand même de la communication sur les entreprises dans le domaine de la propreté, jamais personne ne se soit préoccupé de la santé des salariés. C'est quand même assez stupéfiant lorsqu'on voit toutes les études qui sont menées sur l'utilisation d'autres produits dans d'autres secteurs. Et je pense notamment à l'agriculture, par exemple, avec les néonicotinoïdes. Donc c'est vraiment une surprise et une découverte ce matin pour moi de voir qu'il n'existe absolument rien dans ce domaine, alors qu'on sait très bien que pour nettoyer, pour toutes ces entreprises de nettoyage, il y a de nombreux produits utilisés avec des conséquences que vous avez pu nous exposer. Marie-Pierre Richer, rapporteure. Merci Madame la Présidente. Juste, Madame Thébault-Moni, vous avez parlé des appareils monobrosses. Alors ça m'a interpellée parce qu'il est vrai que dans beaucoup de collectivités et d'entreprises, aujourd'hui, pratiquement tout le ménage est fait avec les monobrosses. Je dirais aussi par l'influence des commerciaux. Et puis, enfin, c'est pas négligeable non plus, les entreprises commerciales. Et puis parce que peut-être qu'au départ, les personnes qui font l'entretien ont vécu ça comme un soulagement, comme un apport, je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais comme rendant leur travail peut-être plus technique. Et donc une certaine valorisation, entre guillemets, de ces métiers. Moi, je suis très étonnée. Je découvre que ça fait remonter des sols l'amiante. Et je dirais que ça devrait nous interpeller. Les sols avec amiante. Oui, que les sols avec amiante, oui. Mais par le biais des monobrosses, ça remonte. Et vous avez parlé, notamment dans les écoles, qu'il y en avait beaucoup aussi de ces sols-là. Je suis quand même assez étonnée que ça n'ait pas plus interpellé, alors qu'on a quand même les enfants. Enfin voilà, on a beaucoup de personnes qui fréquentent nos écoles. Donc c'était par rapport à la monobrosse. Et vous l'avez évoqué très rapidement, mais sinon peu l'ont évoqué, les EPI. On n'a pas parlé des EPI. Est-ce que c'est justement par rapport à la négligence du travail effectué par ces femmes qu'on ne leur propose pas des EPI? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation pour expliquer en quoi ça peut les prévenir de toutes ces maladies? Vous avez parlé, on a parlé de l'amiante. Quand on regarde les métiers dans le bâtiment, on a vu que la reconnaissance de l'amiante, notamment pour les peintres en bâtiment, etc., soit reconnue. Tous ces métiers-là, ça a mis des décennies. J'espère que ça n'en mettra pas autant par rapport aux produits qui sont aujourd'hui utilisés. Et puis, Monsieur Boulanger, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'études concernant la baisse significative de la prévalence des TMS. Alors moi, j'aimerais avoir des précisions parce que vous avez évoqué le fait que c'était limité dans la mesure où elles avaient aujourd'hui plus un rôle de surveillance, puisqu'on avait de plus en plus de caisses dites automatiques. Mais alors pour le coup, je me dis, dans ces conditions-là, on a aussi moins de femmes, de salariés qui sont sur les caisses, les caisses historiques, on va dire. Et pour le coup, est-ce que ça ne contrarie pas votre étude? Dans la mesure où si vous avez moins de femmes qui sont dans ces métiers répétitifs, comment vous faites la part des choses entre la baisse, parce qu'on le sait, ça a eu des conséquences quand même sur la baisse du recrutement, et puis vraiment l'impact de ces caisses automatiques. C'est tout. Merci. Laurence, oui. Les exposés sont très clairs et assez exhaustifs. Je retiens juste une chose pour moi très intéressante, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'épidémiologie. C'est Madame Thébault-Moni qui l'a évoqué tout à l'heure, je crois. Il n'y a pas d'épidémiologie sur les substances chimiques utilisées dans les métiers à dominante féminine. Et on travaille uniquement par extrapolation à partir des métiers masculins. Et c'est tellement comparable à ce qui se passe de manière générale en termes de santé. Voilà, on trouve la même chose. En fait, c'est une espèce de permanence qu'il faudra, à mon sens, noter dans notre rapport. C'est-à-dire que c'est
pardonnez-moi l'expression, toute la santé est phallocentrée, quoi. Voilà. Voilà. Et on travaille que par extrapolation. Ça, je trouve ça assez intéressant. J'aurais, à vrai dire, pas pensé. Et juste une question, peut-être c'est à la marge, mais quand même. Bien sûr, les substances cancérogènes sont celles dont on connaît pas le niveau dont on n'a pas de seuil d'exposition, si j'ai bien compris. Voilà. Et sur toutes les substances du nettoyage dont vous parlez, est-ce qu'il y a une étude qui est faite sur les mères au foyer, les femmes au foyer? Vous savez, les femmes qui nettoient toute la journée à la maison, parce que ça concerne, si ce n'est la santé professionnelle des femmes, ça concerne aussi quand même la santé des femmes. Juste, voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Peut-être que les femmes au foyer ne nettoient peut-être pas toute la journée quand même. Elles ont sûrement d'autres occupations très intéressantes. Donc je vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez pour répondre à nos collègues rapporteurs. Madame Thébault-Monnier, ensuite Monsieur François-Xavier Devetter, et si Monsieur Guillaume Boulanger souhaite compléter, il le fera. Merci. D'accord. Alors, sur les monobrosses, en fait, il y a un problème préalable qui est malheureusement là aussi pas suffisamment évoqué. C'est le problème de l'évaluation des risques et du repérage de l'amiante avant travaux. Le diagnostic technique amiante a été instauré en 1996. Il devrait être à disposition de toute personne qui veut savoir ce qu'il y a comme sol, où est-ce qu'il y a de l'amiante dans le bâtiment, parce qu'il y a par exemple 85% des écoles pour lesquelles on pense qu'elles sont encore amiantées, quel que soit le niveau d'enseignement. Donc, le DTA devrait être à disposition, et en fait, ce DTA devrait conditionner ensuite toute démarche de travaux, quel qu'il soit, y compris le nettoyage, bien sûr. Et donc, quand on sait qu'il y a du dalami quelque part, il y a une deuxième démarche qui est le repérage de l'amiante avant travaux. C'est quelque chose qui a été introduit en 2012. Et la même chose pour le nettoyage, c'est comme si ça n'existait pas. Et il y a un troisième niveau, c'est que lorsqu'il y a une situation de sous-traitance, il doit y avoir un plan de prévention établi entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Le sous-traitant n'est pas censé forcément savoir qu'il travaille sur du dalami. C'est donc dans le cadre du plan de prévention que ça devrait être évoqué, avec quels sont les équipements de protection nécessaires pour éviter l'exposition à l'amiante. Ça, c'est, je dirais, l'architecture de la prévention. Eh bien, demander à une femme de ménage qui se retrouve dans une école ou dans un hôpital où il y a, du dalami, mais c'est du chinois pour elle. Elle ne sait même pas que ça existe, tout ça. Elle ne sait même pas qu'il y a de l'amiante dans le sol. Donc, ensuite, la question sur les EPI, moi je vais la diviser en deux. Sur l'amiante, il est évident que pour ce secteur-là, il devrait y avoir équipement à partir du moment où on utilise des monobrosses. C'est tout. Si on veut utiliser des monobrosses, ce que je ne trouve pas une bonne idée d'ailleurs, hein, très franchement, à partir du moment où on sait qu'il y a de l'amiante, il ne faut pas les utiliser, c'est tout. Parce que là, on met en suspension un nuage de fibres absolument invisibles, mais extrêmement nocives, parce qu'en plus, elles sont fraîchement émises. Donc, elles sont encore plus réactives du point de vue de leur toxicité. Donc, les équipements devraient automatiquement être mis à disposition, avec les conditions du port de l'équipement, c'est-à-dire que ces équipements sont très fatigants. Il y a des dispositions même sur le temps pendant lequel les travailleurs portent cet équipement. La question des pauses,
Ensuite, il y a la question des vestiaires, etc. Donc, on devrait être dans le cas de figure d'un chantier amianté. C'est tout. Bon, après, il y a la question des EPI pour tout ce qui est les substances toxiques que j'ai évoquées. Et là, je vais laisser Marie-Christine, qui a beaucoup d'expérience par rapport à ça, expliquer comment, en fait, ça se passe dans la réalité pour les nettoyeuses. Et puis, elle répondra aussi sur les femmes de ménage, les femmes au foyer. Oui, bonjour. Pour ce qui est des EPI, moi, j'aimerais qu'on remonte un peu en amont avec les principes généraux de prévention du Code du travail. Les EPI ne devraient intervenir qu'en fin de liste. Et d'abord, il faudrait tout faire pour la substitution. C'est quand même le principe le plus important. On a à nos dispositions des produits non dangereux. Ce serait quand même dommage de continuer d'utiliser des produits qui sont allergisants, irritants, on ne l'a pas évoqué, et cancérogènes. Mais ces produits irritants et allergisants vont bombarder, vont agresser régulièrement le système immunitaire et donc peuvent favoriser le développement d'un cancer. Ces produits irritants et allergisants, dans les produits de ménage, ce sont des colorants pour faire joli et des parfums pour sentir bon. Le savon noir ne présente pas ces inconvénients. Le vinaigre blanc, bon, on aère un peu et on chasse l'odeur. Le bicarbonate de soude, le nettoyage à la vapeur, tout ça, ce sont des techniques, des procédés et des produits non dangereux. On s'est malheureusement fait avoir depuis des décennies par les fabricants de lessive qui ont voulu nous vendre de belles choses. Mais malheureusement, et là je rejoins, vous dites les femmes au foyer, et je dirais plus largement les consommatrices, nous achetons en supermarché ou en droguerie des produits. Donc on se dit c'est en vente libre, donc c'est pas dangereux. Donc première représentation à combattre. Ensuite, il y a la question des représentations, par exemple des personnes âgées qui vont exiger de l'aide à domicile qu'elles utilisent de l'eau de Javel alors que ça leur est interdit. Parce que voilà, les gens âgés ont une représentation de la Javel, produit miracle contre tous les méchants microbes. Donc ça veut dire former l'aide à domicile pour qu'elle puisse argumenter auprès de la personne âgée en disant non, je n'ai pas le droit d'utiliser l'eau de Javel pour telle et telle raison. Mais ça veut dire aussi que le service d'aide à domicile va porter ce message de prévention, de sensibilisation et d'information aussi directement auprès des bénéficiaires lorsqu'ils se montrent très réticents, de manière à ce que l'aide à domicile ne soit pas seule face à un bénéficiaire qui lui a mis la bouteille d'eau de Javel sous l'évier. Les travailleuses, les consommatrices, les femmes au foyer, donc on est tous confrontés à cette même difficulté. Et quand on achète un produit en supermarché, eh bien, si on n'est pas toxicologue, on ne sait pas que le 2-bromo-2-nitropropane 1,3-diol est cancérigène. Donc, il y a l'étiquetage, il y a la lecture de l'étiquette, des fois elle n'est même pas lisible. Et puis, il y a aussi l'absence de la mention d'un produit cancérigène, parce que dans la réglementation, quelqu'un a décrété que si c'était présent à moins de 5%, on ne le notait pas sur l'étiquette. Alors, nouvelle fausse représentation, parce que ça laisse entendre que si c'est à 4%, c'est pas dangereux, donc on ne le note pas. Et si c'est à 6%, c'est dangereux, alors on le note. Alors que ce 5% ne repose sur aucune donnée scientifique et que donc on invisibilise une information importante sur un produit potentiellement cancérogène. Donc on est confronté à tout ce faisceau d'invisibilisation qui fait que nous sommes démunis et c'est une raison pour laquelle les femmes ne se sentent pas légitimes à faire une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle. Voilà, j'ai utilisé du CIF en poudre, j'ai utilisé des berlingots de Minimir. Ah, c'était pas dangereux. Eh bien, peut-être bien que si. Donc, on travaille sur les compositions des produits disponibles actuellement, mais on a des difficultés à retrouver les informations sur la composition des produits des années 80, 90, 2000, voilà. Pour ce qui est des EPI, encore faut-il qu'ils soient fournis, adaptés et portés. Porter, ben là encore, ça renvoie à la formation des personnels du nettoyage.
Ça renvoie adapté au choix des entreprises. Vous pouvez avoir des gants qui sont commandés seulement dans la grande taille. Comme ça ira à tout le monde. Non, quand vous avez une petite main, le gant il va pendouiller, ça va vous énerver, il va tomber dans le seau et vous n'allez pas le porter. Vous avez des aides à domicile qui n'ont pas accès aux boîtes de gants le week-end parce que le week-end, leur siège social est fermé. Donc il peut arriver que le samedi, elles aillent s'acheter elles-mêmes une boîte de gants en urgence, en dépannage. Et puis, adaptés, on vous fournit des gants, mais sont-ils vraiment adaptés? Est-ce qu'ils sont poreux? Est-ce que le produit va passer à travers le gant? Est-ce que le gant est trop court et le produit va se faufiler entre le gant et la peau? Voilà, c'est toutes ces questions. La cadence aussi, voilà. Est-ce qu'on peut se changer quand... Il y a plusieurs chantiers, il y a plusieurs bénéficiaires. Est-ce qu'on peut se changer des pieds à la tête quand on sort de chez Monsieur Martin pour aller chez Madame Dupont? C'est toutes ces questions-là qui sont à travailler. Donc retenons bien le grand principe de la substitution, parce qu'après on descend dans le détail et on se retrouve confronté à beaucoup de problèmes. La substitution, c'est important. Rappelez aux employeurs leurs obligations. Ils ont obligation en matière de santé et sécurité au travail. Ils ont obligation de moyens et de résultats. Or, s'il y a des cancers, c'est que le résultat n'a pas été atteint. Merci beaucoup. Pardon. Juste un point sur les tableaux de maladies professionnelles. Ils ont été pensés au masculin. Les mines, la chimie, le bâtiment, travaux publics. Il faut penser maintenant les tableaux de maladies professionnelles au féminin, l'hôpital, la propreté, etc. etc. Merci beaucoup, Madame Liman. Monsieur François-Xavier Deveter. Oui, rapidement, un mot d'abord pour insister sur ce qu'a dit Madame Liman. Il faut rappeler aux employeurs leurs obligations et pour ça, il faut qu'il y ait des employeurs, pas uniquement sur le plan formel, mais qui soient présents. Et c'est vrai que la sous-traitance fait disparaître l'employeur et c'est vrai que le particulier employeur, moi, je n'ai pas évoqué la partie domicile, mais il y aurait beaucoup à dire évidemment de ce côté-là également. Et là, pour le coup, le système du particulier employeur est une négation tout simplement de l'idée même d'un employeur responsable le plus souvent. Il n'y a pas de CHSCT derrière, il n'y a pas de CE derrière, il n'y a pas de collectif de travail, il n'y a pas d'accompagnement, etc. Donc c'est forcément des suivis à la fois médicaux, de sécurité, etc. qui sont plus que défaillants. Résultat, très souvent, les choses sont renvoyées à la responsabilité individuelle, à la prise de conscience de la salariée elle-même. Je pense que ça, c'est un point sur lequel on peut insister parce que ça concerne à la fois les EPI et la façon dont on les met ou on ne les met pas. Ça concerne également les formations ou la prise de conscience que l'on a de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas. Et il est évident qu'il y a la première étape, c'est cette prise de conscience individuelle, sauf que renvoyer au niveau individuel me semble un peu décalé dans le sens où on sait très bien que cette prise de conscience individuelle est extrêmement dépendante du contexte organisationnel dans lequel le travail est effectué. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas par soi-même. On sait parce qu'on a eu une formation, on sait parce qu'on a des collègues de travail, on sait parce qu'on a un accompagnement, un encadrement, etc. etc. Donc encore une fois, les situations de sous-traitance, d'emploi direct sont des situations qui, par nature, par leur mode organisationnel eux-mêmes, nient ces possibilités-là. Je prendrai juste un exemple qui se décale un petit peu, mais quand même, celui des assistantes maternelles, dont vous avez peut-être parlé à d'autres moments, et un élément qui est intéressant, parce que aussi ça montre les leviers éventuels de transformation possibles, ou que tout n'est pas perdu d'avance. Les assistantes maternelles, en 2005, dans l'enquête conditions de travail, déclarent extrêmement majoritairement ne pas porter de charges lourdes quand les auxiliaires de puériculture portent des charges lourdes. Alors, comme moi je suis économiste, j'en ai déduit que les enfants gardés à la crèche étaient beaucoup plus lourds que les autres. Puis en fait en 2013 et 2019, cet écart se réduit considérablement. C'est-à-dire que la prise de conscience du fait qu'un enfant, aussi merveilleux soit-il, puisse être lourd, 15, 16, 20 kilos, même avant 3 ans, est venue progressivement. Le contexte de travail a permis, et l'accompagnement de la CARSAT, des syndicats, des particuliers employeurs aussi, sur ce plan-là, ont permis de prendre conscience d'une pénibilité qui n'était pas vécue auparavant. Et sur les questions de nettoyage et de produits chimiques, toxiques, etc., c'est également extrêmement important. Un dernier point sur les EPI, c'est aussi un support d'économie pour les entreprises. Il n'y a pas de petit profit en quelque sorte là-dessus, donc c'est une des marges sur lesquelles on peut récupérer un petit peu. Sur la monobrosse,
il y a un paradoxe. On voit très bien qu'elle est fortement utilisée. Normalement, la monobrosse, dans la classification de la branche, c'est automatiquement un passage en AS2. Et les AS2, statistiquement, ne sont pas majoritaires, très loin de là. C'est donc l'usage et la reconnaissance de son usage, en fait, est très décalé parce que ça a des implications, normalement, en termes de coûts, qui devraient aussi être répercutés sur les donneurs d'ordre derrière. Voilà, juste du coup, peut-être rappeler un tout dernier point, c'est que ces effets de coûts, il y a des enjeux économiques là derrière extrêmement importants, mais on voit bien aussi à travers tout ce que l'on a pu dire les uns et les autres là, qu'il y a des coûts publics, enfin, qui sont reportés sur les finances publiques de manière majeure, les coûts des inaptitudes, le coût sur l'assurance santé, sur l'assurance maladie, etc., qui ne sont pas intégrés dans les calculs lorsque une décision d'externalisation, par exemple, est faite. On oublie qu'au final, c'est bien derrière la collectivité publique qui récupérera la dépense. Merci. Madame Annie Thébaumoni souhaitait redire un petit mot et après je vous laisse conclure, monsieur. Juste pour dire, par rapport à la question des coûts, que tous les cancers professionnels qui ne sont pas reconnus sont portés au compte du régime général et de l'assurance maladie et pas à la charge des employeurs. Or, il y a moins de 0,5% de tous les cancers qui sont reconnus en maladie professionnelle. Précision intéressante, même si je vous ai contraint dans le temps, madame. À vous, cher monsieur Boulanger. Merci beaucoup. Alors peut-être plusieurs points qui feront écho aux interventions précédentes. Le Code du travail organise bien 3 types de prévention. La prévention primaire, donc, sur laquelle vous avez largement insisté, à savoir la substitution. Ça concerne les produits chimiques, mais ça peut aussi concerner l'organisation du travail, effectivement. Les activités d'entretien peuvent se faire la journée et pas forcément la nuit, de manière finalement organisée pour moins contraindre les travailleuses. Donc ça, c'est possible. Il y a aussi, on voit bien que quand on met en place justement de nouvelles formes d'activité, je pense aux caissières ou aux employés de libre-service, il y a un impact qu'on peut mesurer, quantifier. Donc ça aussi, c'est un partage d'expérience qui est, à mon avis, nécessaire à faire avec d'autres secteurs. Vous avez cité aussi les assistances en maternelle. Donc pour moi, c'est important aussi de pouvoir changer ou adapter les conditions de travail. Donc ça, c'est vraiment la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est on ne peut pas écarter le risque. Donc comment on s'adapte? Et notamment la question des EPI. Vous l'avez souligné, il faut qu'ils soient adaptés. Mais évidemment, par exemple, en termes de type de produit d'entretien, on va pouvoir utiliser dans certaines conditions du savon noir, mais à l'hôpital, là où il y a une problématique avec des agents infectieux qui sont plus réfractaires ou plus dangereux, là, le savon noir ne va pas suffire. Donc, encore une fois, c'est une analyse au cas par cas qui doit se faire sur la substitution, le choix du produit ou des conditions d'organisation du travail. Et si on ne peut pas, voilà, on met des EPI adaptés. Et encore une fois, il faut penser aussi, parce que vous évoquiez aussi le masque qui est utilisé dans les chantiers de désamiantage, qu'on appelle un masque FFP3, donc une protection très forte, et qui contraint beaucoup le travailleur dans son activité. Donc attention, quand on préconise aussi de porter des masques, si vous faites une activité très physique, au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir maintenir le masque, vous allez le retirer. Je crois qu'on a eu toute cette expérience avec déjà des masques chirurgicaux pendant la période de confinement. Donc, encore une fois, faire attention à bien adapter le risque avec des moyens appropriés. Et la prévention tertiaire, c'est vraiment accompagner, et notamment la réparation. Et là, encore une fois, il faut sensibiliser les personnes à la possibilité de réparation. On l'a bien vu, il y a une forte sous-déclaration, notamment qui concerne les TMS, mais les cancers encore plus. La souffrance psychique, aujourd'hui, il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle concernant la souffrance psychique. Donc voilà, sur chaque type de prévention, il y a un effort à faire, et notamment pour des secteurs où il y a beaucoup de précarité, très féminisés. Donc c'est un effort important à faire. Pour répondre plus particulièrement à votre question, sur le fait que finalement la prise en charge des pathologies est finalement reportée sur la branche générale, il y a une commission qui existe, qui est organisée à l'Assemblée nationale, et qui tous les 5 ans fait le bilan de la sous-déclaration
et qui demande à la branche assurance maladie de reverser. Oui, c'est ça, à la branche maladie, à la branche AT-MP, de reverser à la branche générale, finalement, l'équivalent. Et pour vous dire, c'est une somme considérable, puisqu'elle a été évaluée à 1 milliard d'euros. Donc la branche AT-MP de l'assurance maladie reverse à la branche générale 1 milliard d'euros par défaut, en fait, de réparation des maladies à caractère professionnel. Oui, ça ne change rien, mais c'est pour dire qu'il y a cette compensation qui est faite. Et donc, finalement, il y a une forme de visibilité, mais ça change effectivement de reconnaissance, voilà, de la sous-déclaration. En termes d'épidémiologie, je voudrais insister sur ce point-là, parce qu'à Santé publique France, on est les premiers concernés. Il y a peu, je l'ai dit en introduction, et vous avez souligné ce point-là, il y a peu d'épidémiologie. C'est très difficile pour le secteur de la surveillance sanitaire, les agences d'expertise comme Santé publique France ou le domaine de la recherche, de rentrer dans une entreprise. Ça se fait sur la base du volontariat et c'est très compliqué. Nous, on a beaucoup de difficultés à aller faire des études épidémiologiques dans les entreprises. Donc là, c'est pareil, c'est des recommandations qu'on fait de portage institutionnel des administrations, du politique, pour justement assurer cette mission à la fois de surveillance épidémiologique par les agences d'expertise et par la communauté des chercheurs. Et pour répondre maintenant plus particulièrement à votre question, effectivement, on a vu qu'il y a de moins en moins de postes de caissières au fil du temps avec l'automatisation et les caisses en libre service. Néanmoins, d'un point de vue épidémiologique et statistique, on a des effectifs qui restent conséquents. On travaille sur, j'allais dire, plus de 20 000 cas, ce qui fait qu'on peut comparer des effectifs qui étaient plus importants en termes de caissières avant avec des effectifs qui sont moins importants en termes de caissières. Ça, il y a des méthodes statistiques qui nous permettent de le faire et qui nous permettent d'avoir des données, j'allais dire, probantes et robustes. Donc en fait, finalement, la diminution de l'effectif ne nous contraint pas trop dans la comparaison des analyses. J'espère avoir été clair. Et le dernier point, pour dire qu'on travaille avec l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Ça, c'était plutôt pour Madame Rossignol, qui mène une campagne de mesure dans 600 logements en France et qui a vocation à être représentative de tous les logements en France. Et nous, on fait passer un questionnaire santé, justement, et un questionnaire d'utilisation des produits d'entretien. Et notre mission, notre objectif, c'est de voir s'il y a un lien justement entre les personnes du foyer et l'utilisation de produits d'entretien, et notamment les personnes qui restent à domicile toute la journée. Donc ça, c'est des résultats qui ne seront pas publiés avant 2025, je pense. Mais voilà, qui, encore une fois, qui montrent l'intérêt de la question qui a été soulevée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour ces interventions. On clôture donc cette matinée consacrée au métier du care, au métier des GMS et de la propreté, avec des informations extrêmement précieuses que vous nous avez livrées, notamment sur l'invisibilité, sur les techniques, sur la reconnaissance et plutôt, je dirais, le déficit de reconnaissance de maladies professionnelles. Donc, n'hésitez pas, vous aviez reçu un questionnaire à nous envoyer, si vous le souhaitez, des éléments complémentaires, des informations complémentaires qui viendront étayer le rapport, puisque, comme vous le voyez, nous sommes dans des conditions dégradées de réunion à cause des mouvements et des grèves dans les transports, et que ça complique un petit peu l'organisation ces jours-là au Sénat de réunions avec une forte participation des sénateurs et sénatrices. Donc excusez-nous pour mais de toute façon, nous avons des comptes rendus qui sont très précis et qui permettent à tous de se mettre à niveau. Très rapidement, madame, s'il vous plaît. Finir sur une bonne nouvelle, c'est un sujet quand même dur. Les pays nordiques se sont penchés sur le travail de nuit au niveau du nettoyage à cause du risque cancérigène. Et donc, le travail a été modifié, transformé, et désormais, le nettoyage se fait en journée et non plus de nuit. Merci. Tout à fait. Et pour avoir entendu parfois les entreprises et les représentants des entreprises de propreté, c'est une piste qui me paraît tout à fait une solution assez pragmatique et qui devrait pouvoir se mettre en œuvre. Et dans des heures où nous avons besoin de relations sociales importantes après une crise du Covid, je pense que ce serait bénéfique pour tous. Donc merci à vous pour cette participation à cette deuxième table ronde et excellente journée à tous et à toutes et merci aux rapporteurs.